Allez, rhabillons-nous à présent et enfilons un petit haut en lin. Le lin, vous le savez, c'est à la fois décontracté, élégant et surtout c'est incroyablement léger. On va vous raconter l'histoire de cette matière qui est très mondialisée. Le lin est une plante qui pousse essentiellement en Europe, dans les pays baltes, en Pologne, en République tchèque, dans les Pays-Bas, en Belgique et surtout en France, qui est le premier producteur mondial. Et en plus de cultiver cette plante, la France s'est aussi spécialisée dans la filature, dans le Nord-Pas-de-Calais. Sauf que petit à petit, ces filatures ont fermé et c'est la Chine qui est devenue le tisseur de la planète. Première étape donc de notre enquête, les usines géantes de l'Empire du Milieu. C'est un atelier chinois où l'on ne fabrique que des vêtements en lin. Pantalons, chemises, robes, 4000 pièces chaque semaine. Monsieur Zhang est le responsable des ventes. Il est fier de satisfaire ses clients européens. Et ils sont nombreux. Voici un pantalon 100% lin. On le fabrique pour la marque britannique Marks & Spencer. En tout, on exporte 70% de notre production. Le reste est vendu sur le marché chinois. Des usines comme celle-ci, il y en a des dizaines à travers le pays. La Chine est devenue le numéro 1 mondial de la transformation du lin. Pourtant, il y a encore 15 ans, au pays de la soie, personne ne connaissait le lin. Ce n'est qu'à la fin des années 90 que l'Europe a commencé à sous-traiter sa production textile en Chine. Les ouvriers ont appris à travailler cette matière toute nouvelle pour eux et ont grignoté des parts de marché. Aujourd'hui, on file, on tisse, on teint. L'usine fonctionne de jour comme de nuit. Monsieur Cho est le responsable de la teinture. Il nous explique que l'entreprise a multiplié son chiffre d'affaires pratiquement par 10 000. Car l'usine ne s'est pas arrêtée au marché européen et américain. La demande chinoise a elle aussi beaucoup progressé. Les habitudes de consommation ont changé. Ce lin est un produit de qualité et donc la demande est de plus en plus forte. Pour répondre à cette demande, l'entreprise manque de matières premières. Elle décide d'acheter ses propres champs, à 4000 km de là, au nord-ouest de la Chine, dans la province du Xinjiang. On y trouve des grandes plaines loin des tropiques. Le climat y est tempéré, condition idéale pour que le lin pousse bien. 10 000 hectares, c'est beaucoup, mais pas assez pour répondre à la demande. L'entreprise doit donc continuer d'importer du lin. Beaucoup, les 2/3 de sa matière première. Du lin qui ne vient pas de n'importe où, de France. Et plus précisément, de Normandie. Cocorico. Le lin français est de meilleure qualité que le lin chinois. Car là-bas, le climat convient mieux au lin. Il pleut plus souvent qu'ici et il y a plus de chaleur. Ce qui fait que le lin français a une excellente brillance. La brillance, c'est ce côté argenté qui fait la différence entre le lin bas de gamme et le lin de bonne qualité. Mais la brillance n'est pas la seule vertu du lin français. Il est aussi beaucoup plus résistant que les autres. Explication avec Shao Yanfen, la responsable qualité de l'usine. Quand on reçoit une livraison de lin, on regarde si la couleur est unie, si les fils se séparent bien, si la résistance est bonne. Tout ça, on le juge au toucher, avec l'expérience. Pour tester la fibre, on tire. Si ça ne se casse pas, ça veut dire que la fibre est bonne. Cette année, 5000 tonnes de lin français viendront approvisionner l'usine. L'équivalent de 3,5 millions de chemises. Voilà, vous avez vu, la Chine transforme donc une matière première qui lui est livrée de France. Et c'est pourquoi je vous propose maintenant d'aller en Normandie, la première région productrice de lin. Nous sommes en juillet dernier, au moment de la récolte. Le lin a poussé pendant 3 mois. Aujourd'hui, c'est l'heure de son arrachage. Car le lin, ça ne se coupe pas, ça s'arrache. Comme ça, on préserve toute la longueur de la fibre. Debout sur le tracteur Henri, le propriétaire. Il vient superviser la récolte. Le lin, ça fait 25 ans qu'il le cultive. Au début, ce sont ses voisins agriculteurs qui l'ont initié. Le lin, ça rapporte plus que le blé ou le maïs, pourvu qu'on ait du savoir-faire. Et ça commence donc par obtenir la fibre la plus longue possible. Quand on n'a pas de mètre sous la main, on le compte en main. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mains. Donc on considère que c'est un lin de 70-75 cm.
Les meilleures années, le lin peut atteindre 1 mètre de haut. Mais la longueur de la fibre n'est pas le seul critère. Il faut aussi qu'elle soit solide. Vous vous souvenez ? C'est ce que disait la responsable qualité de l'usine chinoise. Elle vérifiait systématiquement la résistance des fibres. Henri, lui, se laisse guider par le bruit. On va pouvoir l'entendre chanter. Plus un fil sonne, plus il est solide. Une fois l'arrachage réalisé, il y a une deuxième étape. Et elle est primordiale. C'est elle qui déterminera la qualité finale du lin. On appelle cette étape le rouissage. Le lin reste à l'air libre, à même le sol. Puis on laisse agir le vent, la pluie, le soleil. La plante va commencer à pourrir. Les fibres vont se séparer de la tige. Et au bout d'1 mois, voici le résultat. Grâce au climat français. C'est pour ça que les Chinois viennent ici, parce que vraiment, si ce climat-là existait dans leur pays, ils arriveraient aussi à produire des lins probablement de cette qualité-là. Ce climat, on le trouve essentiellement dans cette zone du nord de la France, pas loin de la mer. C'est en tout cas dans cette zone que l'on cultive le lin depuis des siècles. À l'époque, le lin servait aussi à faire du linge de maison et des cordes. Le savoir-faire s'est transmis de génération en génération, jusque dans les années 50. Depuis, on a industrialisé l'exploitation du lin. Mais la machine n'a pas totalement remplacé l'homme. Abel le Marchand est président d'une coopérative près de Caen. Sans ses ouvriers, il ne pourrait pas vendre un lin haut de gamme aux Chinois. Il passe la journée à traquer le moindre objet étranger, les morceaux de ficelle, les bouts de plastique. S'il y en a des quantités importantes, le lot peut se trouver complètement déclassé et vendu pour faire des fils de moins bonne qualité, type ficellerie, corderie. Leur travail est fondamental. Ensuite, c'est à ces grosses machines de jouer. Elles vont battre le lin, l'étirer, pour qu'il ne reste plus que les fibres brutes. C'est pour cette qualité de matière première que les Chinois sont prêts à faire le tour de la planète. Tout roule pour le mieux dans le meilleur des mondes. La coopérative exporte plus de 80% de son lin en Chine. Sauf qu'en 2007, patatras. La crise. Le monde entier réduit sa consommation de vêtements. Les Chinois donnent un coup de frein à la fabrication et diminuent drastiquement leurs commandes de lin. Marc de Volder est le négociant de la coopérative. C'est lui qui traite directement avec les clients chinois. Et la crise ? Nous, on l'a subi de plein fouet parce que le textile est toujours en première phase. Je dirais, les gens vont se priver de textile avant les vacances, avant plein de choses. Donc, je dirais, nous, on se l'est pris en pleine face, la crise. Depuis, la reprise s'est amorcée. La coopérative respire, mais elle voudrait devenir moins dépendante du marché chinois et diversifier au maximum sa clientèle. Bon, résumons-nous, la France cultive le lin et l'expédie ensuite en Chine pour être tissé. Et c'est là que survient la crise financière, vous l'avez entendu, il y a 3 ans. Dans le monde, on achète soudain moins de vêtements et donc moins de lin. Regardez cette courbe. En 2007-2008, les Chinois réduisent considérablement leurs commandes de matières premières. Les Français se retrouvent donc avec trop de lin sur les bras. Du coup, ils cherchent de nouveaux débouchés. C'est l'épilogue de cette enquête. On connaissait la laine de verre, il y a désormais la laine de lin. Et elle cumule les bons points. Le lin, c'est un isolant très performant, il respire. Il régule bien la température et l'humidité. Il est surtout beaucoup plus sain que les matériaux synthétiques. Il n'y a qu'à demander aux artisans. Eux voient tout de suite la différence. À chaque fois qu'on fait de l'aménagement en comble, en fait, on doit faire des débarras d'anciennes laines de verre, etc. C'est une horreur, combinaison, gants, masque. Et à chaque fois, c'est la grosse corvée. Alors qu'avec le lin, on n'éternue pas avec ça, ça gratte pas la gorge. Et pour cause, c'est un isolant 100% naturel et écologique. On le fabrique en compactant les fibres de lin. C'est ce qui a séduit Julien. Ce père de famille est en train de rénover sa maison. Il a fait isoler toute la toiture avec du lin. Aujourd'hui, on isole les murs de son futur bureau. Mais ce n'est pas donné. La laine de lin coûte 2 fois plus cher qu'un isolant classique.
Le coût, effectivement, est plus important, mais je dirais que c'est comme pour l'alimentation. Si on veut acheter des produits sains, eh bien, ça va avoir un coût supplémentaire. C'est un choix de consommation et qui était important pour cet endroit dans lequel je vais vivre avec ma femme et mes enfants. L'isolation, c'est donc un premier débouché pour nos producteurs français. Mais il y en a un autre, beaucoup plus prometteur. Cela fait quelques années déjà que les chercheurs en génie des matériaux ont compris le potentiel du lin.